Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale où nous allons recueillir pour vous quelques réactions au niveau de la Chambre basse du Parlement où quelques députés nationaux vont suivre d'abord la présentation du rapport de la commission ad hoc sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, cette audition va se faire par Matata Ponyo, le président de cette commission en direct de l'Assemblée nationale autour de la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre l'extrait de la présentation de la commission ad hoc sur la réhabilitation, la planification de la ville de Kinshasa à travers les recommandations qui ont été faites par les députés nationaux lors de la prise de parole autour, mesdames et messieurs, des motions d'information dont chaque député avait soumis les problèmes de ces entités territoriales à l'Assemblée nationale lors de la dernière plénière de ce samedi 7 décembre 2024. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les déroulements, quelques extraits de la présentation d'Augustin Matata Ponyo, actuellement député national, président de la commission ad hoc. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre 2024 lors de la plénière présidée par le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Chilumbaï. Cette commission, qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chéokitundu, a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'action ou mesures des politiques publiques. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel, a fait savoir le président de cette commission, le député national Matata Ponyo Mapon. De prime abord, je voudrais remercier la plénière pour avoir décidé d'instituer cette commission spéciale en charge de 3 questions fondamentales. La première, l'insalubrité. La deuxième, les constructions anarchiques. Et la troisième, les embouteillages. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui, il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ceux. Quels sont les problèmes que le code de la route pose par rapport à la réalité actuelle pour qu'on arrive à l'embouteillage? Sur le plan de la salubrité, il est important, au-delà de tout ce qu'a dit la Commission, de s'attaquer aux racines de cette question. Il s'agit de la problématique des emballages plastiques. La ville-province de Kinshasa est en grande partie sale à cause de ces emballages, alors qu'ils sont interdits par décret du Premier ministre numéro 07/018 du 30 décembre 2017. Et comme vous l'avez constaté, dans ces recommandations, il n'y a rien de tel. Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. En prenant comme mesure les désordres fonciers, il s'est fait qu'aucun plan d'aménagement n'est respecté. Tant qu'on n'aura pas restauré l'autorité de l'État, rien ne sera fait. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Est-ce que nous pouvons nous prononcer sur l'approbation des conclusions de ce rapport après intervention de la commission? Qui sont pour? Qui sont contre? 3 personnes. Abstention? 1 personne. Merci.
Le rapport est adopté ainsi qu'assorti des recommandations qui ont été formulées ici. Il va être transmis au gouvernement pour son application et sera suivi. Signalons d'une autre part que l'examen de la motion de censure initiée contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, attendu lors de cette même plénière, n'a pas eu lieu suite à son absence constatée par la plénière. L'absence de ce membre du gouvernement est justifiée par une mission de travail qu'il a effectuée depuis le 5 décembre dernier, dont l'ordre des missions a été signé en bonne et due forme par la Première ministre. Après avoir lu les rapports de la commission ad hoc, j'ai suivi religieusement les interventions de tous les collègues. Alors, je me suis rendu compte que, d'abord, les rapports de la commission, les solutions proposées ne sont pas vraiment efficaces. Soit il n'y a pas vraiment de solutions qui peuvent nous arranger. Parce que les gens, ce qu'ils doivent savoir, nous sommes dans un pays fortement décentralisé. Et ce sont des questions transversales qui concernent les communes, la ville et les pouvoirs centraux. Alors chacun, à son niveau, a une responsabilité, a quelque chose à faire. Nous avons, ce qui concerne l'assainissement, les embouteillages pour la circulation routière et les constructions, les structures existent bel et bien dans notre pays, au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal. Les structures existent. S'il faut, peut-être ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir renforcer ces structures-là, voir les textes qui les régissent s'ils ne sont pas efficaces. Renforcer les textes-là, donner des moyens conséquents pour qu'ils arrivent à faire le travail comme il faut. Il y a aussi la mentalité de la population. Parce que pour les immondices sont produits par nos communes. Parce que même les entreprises sont dans des communes, les bureaux sont dans des communes, les ménages sont dans des communes, et les marchés sont dans des communes. Sont produites là-bas les immondices, il appartient maintenant à la ville de pouvoir les évacuer. Mais malheureusement, quand vous allez dans nos communes, il n'y a pas de décharge publique. Il n'y a pas de bac où la population va déverser les immondices. Il n'y en a pas. Ce qui fait que la population maintenant verse les immondices partout, même de par le sol. Et le long des artères, ce sont des marchés pirates. Des marchés pirates. Et tous ces vendeurs-là, dans des marchés pirates, payent leurs taxes. Taxes d'étalage, malheureusement, ils ne vendent pas sur les étalages. Payent aussi les taxes d'assainissement dans des communes. Mais l'argent pour lequel, le travail pour lequel ils payent l'argent, ils payent la taxe d'assainissement, le travail n'est pas fait. Peut-être parce que les bourgmestres ne sont pas payés, ils s'en servent de cet argent-là. Donc nous devons prendre conscience, les textes existent bel et bien, les structures sont là, nous devons les renforcer, donner aussi assez de moyens. Je donne l'exemple de Congo-Brazzaville, je parle en connaissance de cause, j'étais ministre provincial des Finances de la ville de Kinshasa, et on a des réunions souvent avec le gouvernement et de la mairie de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui est une petite ville, qui reçoit chaque mois 6 500 000 $. Nous, à l'époque, on recevait 2 millions, mais maintenant, le gouvernement actuel ne reçoit que 1 700 000 $. Doit faire quoi? Ça, c'est un. Deuxièmement, notre ville, tout le monde se dirige vers le centre-ville, vers la Gombe. Aussi longtemps que tout le monde se dirige vers la Gombe, tous les bureaux, toutes les institutions sont à la Gombe, le gouverneur n'aura pas le temps de descendre qui sont d'aller partout. C'est un problème sérieux. Donc il faut décentraliser la gestion de la ville de Kinshasa. Créer des mairies. Nous avons 4 districts. Il faut que chaque district devienne opérationnel, avec un responsable de district, avec des attributions bien précises, avec des moyens conséquents pour faire ce travail. J'ai intervenu en rapport avec la commission spéciale qu'on avait établie ici, qu'on avait constituée à l'Assemblée nationale par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa, par rapport aux embouteillages, par rapport aux constructions anarchiques. Alors, comme la plupart de la matière a été déjà évoqué par les différents collègues qui en sont passés au perchoir pour prendre la parole. Alors j'ai intervenu seulement pour essayer un peu à proposer quelques orientations à la commission pour qu'on puisse responsabiliser les acteurs ayant trait dans la solution par rapport à la salubrité dans la ville de Kinshasa. Les acteurs, vous les connaissez, nous avons d'un côté les administrateurs et de l'autre les administrés. Les administrateurs, vous les connaissez, nous avons le chef du quartier, les chefs des avenues, le bourgmestre ainsi que le gouverneur. Alors pour les administrés, c'est la population congolaise en général que nous sommes, quinoise plutôt, parce qu'il s'agit de Kinshasa. Alors de ce côté-là, vous le savez tous que les acteurs, les administrateurs ne font pas bien leur travail
on ne sait même pas les voir. Vous allez voir un bourgmestre qui ne sait même pas sa tâche. C'est là où j'ai demandé à la commission de pouvoir faire des recommandations, qu'on puisse responsabiliser les administrateurs de nos entités. Et par rapport à la population, c'est l'éducation de la population. On doit chercher un mécanisme de masse pour éduquer la population quinoise. Vous allez voir, tout le monde cherche toujours à se mettre dans la rue, à jeter la poubelle dans la rue, et cela ne favorise pas l'état sanitaire de notre ville. Alors, en ce qui concerne les activités, parce que j'ai parlé aussi des activités qui nuisent à la santé de notre population, nous avons par exemple les marchés pirates. Ça, on doit éviter qu'il y ait des marchés pirates dans les avenues, le long des artères principales. Nous avons les activités sont diverses, je vais vous énumérer les autres. Nous avons par exemple les ventes des sables le long des artères principales. Ça n'existe pas dans d'autres mondes, dans d'autres cieux. Nous avons la fabrication des blocs le long des artères principales. Vous le voyez, le long de la, rivière, de la rue Willery, le long même du boulevard du 30 juin, le boulevard Louma, vous allez voir les gens qui fabriquent des blocs et ils font les marchés, ils vendent. Vous avez encore les expositions des matériels de construction dans les avenues. Aujourd'hui, si vous partez, même à Gombe, même sur la rue Willery, vous allez voir, il y a des matériels de construction qu'on expose et qui dérangent la circulation et qui laissent de la saleté. Donc ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Il y a aussi la mise en place d'une entreprise de ramassage des poubelles. Ça, j'ai oublié d'évoquer ça quand j'ai pris la parole, mais c'est aussi l'une des recommandations. Il faut qu'il y ait une entreprise digne de son nom, comme on était des petits ici dans la ville. Moi, je me souviens encore, il y avait une entreprise qui s'appelait Pena. Si les Quinois peuvent avoir une idée de cette entreprise, c'était une très grande entreprise qui gérait des immondices, qui gérait des poubelles, qui gérait de la saleté dans la capitale. Mais ça n'existe plus, nous n'avons aucune entreprise. Les points sont 3 points. Ça, j'ai parlé de la salubrité. Sur ces points-là, ce sont quelques propositions que j'ai faites. Maintenant, par rapport aux embouteillages. Les embouteillages, j'ai dit qu'il y a un plan directeur des transports de la ville de Kinshasa qui existe depuis Belle Lurette. C'est un plan qui a été financé pour son élaboration par la JICA, la coopération japonaise. Et ce plan-là n'a jamais été mis en pratique. Donc c'est un très bon plan des transports de la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui les autorités arrivent à mettre en place ces plans-là, nous allons voir les premiers embouteillages seront résolus. Et le dernier point, c'est les constructions anarchiques. J'ai proposé, comme en Côte d'Ivoire, vous voyez en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a détruit des quartiers tout entiers pour construire des quartiers modernes. Comment, ici dans notre pays, vous allez voir quelqu'un qui construit sur la voie publique, il n'est pas inquiété. Vous allez voir quelqu'un qui construit sur les emprises publiques, par exemple les caniveaux, les terrains, tout ça, tous ces espaces publics-là qui sont envahis aujourd'hui. On doit démolir toutes ces constructions pour permettre à ce que la ville soit perméable. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Sénat. Question orale avec débat que Célestin Vounabandi a adressé au vice-premier ministre, ministre du Plan et du Développement, de l'aide du développement sur l'état des liés des processus de planification en RDC, mesdames et messieurs. C'est par cette question que nous allons faire un clin d'œil au niveau de la Chambre haute du Parlement pour nous imprégner des déroulements de la plénière de l'autre côté pour comprendre comment ça se passe, mesdames et messieurs. Plusieurs sénateurs attendent le vice-premier ministre en charge du plan, auquel nous allons quand même prendre quelques issues de sa présentation pour répondre à la question de Célestin Vounabandi. Ça ne s'est pas limité avec Célestin Vounabandi, mesdames et messieurs, mais nous avons également Michel Linguepo qui a adressé une question orale avec débat au ministre de la Recherche scientifique, mesdames et messieurs, sur la cartographie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on y reviendra pour comprendre à la fin de cette plénière. Restez connectés. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Je vais retourner à votre place. Les auteurs des questions orales. Pour suivre l'ordre de ce jour, la parole est au collègue Linguepo. La mise en place d'une loi relative à la planification du développement qui rendra les différents cadres programmatiques contraignants à l'effet d'en garantir le succès dans la mise en œuvre. La poursuite et l'aboutissement du processus de recensement général de la population de l'habitat. Et enfin,
la mise en place d'une loi statistique. Il s'agit là de très bonnes idées qui rejoignent d'ailleurs les recommandations que je pouvais formuler à l'endroit du gouvernement. Toutefois, il me revient d'attirer l'attention de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre sur le fait qu'il est le premier responsable de la mise en œuvre de ces demandes. En effet, c'est à nous de lui demander de nous produire des projets de loi relatifs à la planification aux statistiques, mais aussi et surtout de relancer et de faire aboutir le projet de recensement scientifique de la population dont la matérialisation n'a que trop duré, puisque cette opération était prévue pour 3 ans maximum avec un budget d'environ 160 millions de dollars depuis 2012. Donc en fait ici, on nous apprend que depuis 2012, le gouvernement n'a pas été en mesure de mobiliser 160 millions de dollars pour une opération d'aussi grande importance. Il y a donc là un problème de volonté politique. La demande du vice-premier ministre, que je lui retourne sous forme de recommandations adressées au gouvernement et à lui-même. Alors, quelles sont mes recommandations? Il s'agit de donner, comme il l'a suggéré lui-même, avec raison, avec pertinence, de donner un caractère légal et obligatoire au plan de développement, à l'instar d'ailleurs du budget qui doit être son émanation. Il n'y a pas de raison que le budget, qui est une loi, la loi des finances, s'impose à nous tous, n'est-ce pas, alors que les documents de plan dont il découle n'est pas non plus opposable à nous tous. Le vice-premier ministre doit donc prendre l'initiative de proposer en toute urgence un projet de loi à ce sujet. Un projet de loi qui comporte un processus de planification verticale pour prendre en compte les besoins de la population à la base et intégrer les plans locaux de développement initiés par les entités territoriales décentralisées. Deuxième recommandation, de relancer le projet de recensement général de la population et de l'habitat qu'il faut vite achever, mais aussi de s'engager désormais à réaliser de recensements scientifiques à des périodes régulières, tous les 10 ans par exemple. Ceci indépendamment de l'identification de la population qui est un exercice quotidien relevant du ministère de l'Intérieur, une opération de routine qui va être alimentée par les autorités politico-administratives à différents échelons. Troisième recommandation, de proposer un projet de loi statistique, comme il l'a si bien dit lui-même, un projet de loi statistique, et d'accorder une attention particulière à l'Institut national de la statistique en lui dotant des moyens suffisants pour son action afin de permettre au pays de disposer d'un outil statistique fiable pour la planification du développement. Une autre recommandation, c'est d'accorder au ministère en charge du plan une place centrale dans le processus de budgétisation, de gestion et de suivi de tous les investissements publics. Et c'est à l'image aujourd'hui de ce qui se passe avec les PDL 145 territoires. Il ne faut pas que les PDL 145 territoires soient une exception. Il faut systématiser. En effet, le ministère du Plan doit être au centre de tout processus de budgétisation des investissements, de leur mise en œuvre et de suivi évaluation, de leur réalisation sur le terrain pour s'assurer, n'est-ce pas, que les investissements publics réalisés s'alignent au plan de développement. Et la dernière recommandation, honorable président, c'est de mettre en place un programme d'investissement public élaboré sur base d'un plan de développement crédible et contraignant. Un programme d'investissement public, bien sûr, assis lui-même sur des études de préfaisabilité sérieuses, car ce qui existe aujourd'hui au ministère du Plan n'est en réalité qu'un chapelet d'intention qu'il est difficile d'appeler PIP à l'absence des études de préfaisabilité des projets d'investissement alignés. Il faut absolument réactiver la division en charge des études de préfaisabilité au ministère du Plan et lui donner les moyens de son action. Honorable Président, les recommandations que je formule ici ont pour finalité, comme je l'ai déjà dit, de permettre au pays de disposer d'une véritable trajectoire de développement, seul gage pour la matérialisation effective de la vision du chef de l'État. Je ne doute pas un seul instant que le vice-premier ministre en charge du plan trouvera dans ma question orale
une opportunité pour redorer l'image de son ministère et lui faire jouer le rôle qu'il mérite dans l'architecture gouvernementale. Pour terminer, honorable président, je voudrais proposer au Sénat, comme les collègues Mamadi Salah ont suggéré, d'organiser une enquête parlementaire sur l'état des lieux du processus de recensement général de la population de l'habitat, dont la réalisation semble patauger depuis plusieurs années. Il faut y voir clair et il faut faire bouger les lignes. Honorable Président, je vous remercie. Oui, merci. On va permettre de conclure nos travaux. D'abord les remercier. Les remercier d'être venus se prêter à cet exercice qui est constitutionnel et qui, pour nous, doit être un exercice habituel à faire avec les différents membres du gouvernement sur des questions qui préoccupent non seulement le Sénat, mais aussi l'opinion nationale. Et aussi remercier tous les collègues qui sont intervenus. Commençons par les deux initiateurs de ces questions orales avec débat, ceux qui sont intervenus hier, et leurs questions pertinentes, mais au-delà aussi leurs recommandations. Et je vais retenir que les plus pertinentes d'entre elles, au-delà de ce qui a été donné comme recommandation par nos deux collègues qui sont intervenus en conclusion, ont été surtout cette question d'accompagnement sur ces deux secteurs vitaux qui sont le ministère du Plan ainsi que celui de la recherche scientifique et l'accompagnement qui doit être donné, non seulement dans les moyens qui doivent être mis à disposition pour permettre d'atteindre leurs objectifs respectifs, mais aussi dans l'accompagnement, dans le travail législatif qui est fait avec les autres ministères sectoriels avec lesquels ils travaillent de manière transversale. L'institution, ainsi que vos délégations. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez été entendu par les sénateurs pendant plusieurs heures. L'opinion peut retenir quoi à l'issue de cette audition? Écoutez, c'est un bel exercice démocratique, question de redevabilité, et nous sommes préparés pour ça. Donc en tant que gouvernement, un membre du gouvernement, nous venons éclairer les honorables sénateurs pour des questions posées. Et voilà, donc nous avons pris les temps nécessaires pour ça. Et nous reviendrons encore demain compte tenu de l'abondance des questions posées et donc de aussi la nécessité de pouvoir donner des réponses bien précises aux questions posées. Merci, excellent. Voilà, très bien. C'est simple. L'opinion peut retenir, comme je vous disais hier, un exercice tout à fait normal. Je pense que les réponses ont été données de manière très significative. Je pense que les gens ont été éclairés par rapport à ces réponses-là. Recommandations, comme vous avez compris, il y a déjà la plupart d'éléments qui se trouvent dans les demandes qui ont été formulées par moi-même. Donc ce sont des recommandations que nous mettons ensemble pour bien évidemment avancer parce que si vous remarquez, ce sont des éléments qui étaient repris dans tous les commentaires qui avaient été développés par les deux textes hier et encore aujourd'hui. Donc comme on dit, donc on prend toutes les recommandations en considération et permettre au ministère d'aller de l'avant. Moi qui ai proposé le projet de loi, donc ça c'est tout à fait normal, mais ça peut partir aussi du Parlement. Mais bon, ça c'est un travail que nous avons déjà commencé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Honorable Célestin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris le temps, votre question fait la une de l'actualité ici lors de votre exposé. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir, même si vous n'avez pas encore obtenu la réponse adéquate? Bon, comme vous le dites, j'attends que le vice-premier ministre donne la réponse aux questions qui lui ont été posées. Il me reviendra de répliquer. Je voudrais vous inviter plutôt à patienter demain pour que vous puissiez suivre ma réplique. Je pense que vous aurez une idée précise de ce que je recommande pour que le processus de planification soit une réussite et que ces pays puissent évoluer en fonction d'une trajectoire de développement fiable et crédible. Il s'agit d'une question orale avec débat, c'est un moyen de contrôle qui est consacré par la Constitution et le règlement intérieur du Sénat à la question portée sur le processus de planification du développement. En fait, il a été constaté que même lorsqu'il existe des plans
des documents de plan dans ces pays, le gouvernement opère sans respecter les documents de plan qui sont élaborés par lui-même. Même lorsqu'il existe ce qu'on appelle les programmes d'investissement prioritaires, il s'agit là de documents qui ne sont pas élaborés sur base des projets et à faire l'objet d'études de préfaisabilité. En fait, on se rend compte que si les pays ne se développent pas, c'est aussi parce qu'ils ne disposent pas ce que j'appellerais le trajectoire de développement. Si les pays ne se développent pas, c'est parce que la vision du chef de l'État n'est pas du tout traduite dans un plan fiable, fondé sur des documents de planification fiables, ce qui fait donc que les investissements sont réalisés vaille que vaille, sans qu'ils soient alignés au plan de développement qui ont été élaborés et qui ont été validés par le gouvernement. Bon, comme je l'ai dit dans ma réplique, le ministre a apporté des réponses aux questions. Il est allé bien au-delà des questions que j'ai posées, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il a essayé de faire un bilan à mi-parcours de son action. Mais moi, j'ai posé des questions précises et l'objectif, c'était que j'obtienne des réponses précises. Mais j'ai trouvé dans les quelques éléments de son exposé, quelques indications que j'ai données, à savoir finalement que le processus de planification du développement dans notre pays est bloqué. Un processus bloqué, pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, ça fait depuis plusieurs années, les pays n'ont pas été en mesure d'organiser un recensement général de la population et de l'habitat. C'est une opération indispensable pour disposer de données fiables qui va permettre à un pays d'organiser sa planification du développement. Et j'ai aussi indiqué que l'outil statistique dont nous disposons aujourd'hui, l'Institut national de la statistique, se trouve à Lambeau, qu'il faut le réhabiliter, le redynamiser pour que ces pays puissent disposer finalement des statistiques fiables. On ne peut pas planifier le développement sans avoir des informations, des données statistiques fiables. Mais j'ai aussi déploré le fait que le rôle et la place du ministère du Plan dans l'architecture gouvernementale ne lui permet pas aujourd'hui de jouer efficacement son rôle d'organe central de coordination de la planification, mais aussi de suivi des investissements, en tout cas de suivi, d'évaluation des investissements. Et je dirais même le besoin pour le ministère du Plan d'avoir une place dans ce que j'ai qualifié de chaîne de la dépense d'investissement. Il n'est pas normal qu'un ministre qui a planifié, qui a proposé un programme d'investissement public, se rende compte que des investissements sont réalisés à son insu et parfois des investissements qui s'écartent de la trajectoire proposée dans son plan. Et donc là, il y a un problème sérieux. Il faut que l'on donne au ministère du Plan les moyens de son action pour qu'il puisse boucler ce recensement général de la population de l'habitat qui a commencé depuis plusieurs années, qu'il puisse réhabiliter l'Institut national de la statistique. Et il faut que ce ministère, le ministère du Plan, puisse nous proposer une loi, je dirais même deux lois. Une loi d'abord sur la planification du développement, c'est important. Et j'ai indiqué que nous avons besoin d'une planification qui s'articule telle qu'elle prenne en compte les besoins de la base, les besoins exprimés par la population au niveau local. En tout cas, une planification qui tient compte de ce qu'on appelle les plans locaux de développement au niveau des entités territoriales décentralisées. Cela est très important. Donc, il nous faut une loi. Autant les budgets annuels sont exécutés en vertu d'une loi que nous appelons loi des finances de l'année, autant il sera important que le plan cadre duquel découlent les budgets, que les plans soient finalement, comment dirais-je, investis aussi ou édictés en vertu d'une loi. Il faut que le plan puisse désormais nous lier pour que nous puissions, chaque fois que nous devons évoluer dans la vision du chef de l'État, rester conforme aux trajectoires tracées par le plan. C'est un aspect très important. Je ne suis pas dans une logique de comparaison. Je ne pense pas que j'ai évolué dans les meilleures conditions par rapport au ministre, à celui qui est en charge du plan actuellement. Les problèmes que j'évoquais d'ailleurs, c'est des problèmes qui sont pour la plupart des vieux problèmes. En posant ma question, j'ai voulu, je pense, interpeller le gouvernement pour que désormais ils prennent conscience que le ministère du Plan, c'est un ministère important, un ministère central,
un ministère qui doit disposer des moyens pour son action et un ministère qui doit avoir tous les outils nécessaires pour faire une planification du développement fiable. D'autant plus que nous sommes en fait les autorités budgétaires, nous sommes dans l'obligation de mettre les moyens nécessaires à l'endroit, à la disposition de cet institut pour qu'il puisse fonctionner. Parce que nous ne pouvons pas le faire trop demander et ne pas mettre assez de moyens là-dessus. Et il a été convenu de manière unanime de mettre assez de moyens à la disposition de l'Institut géographique pour qu'il fasse son travail normalement. Mais de l'autre côté, en ce qui concerne la gestion en fait, de ces biens immobiliers, nous avions fait observer que partant des remarques faites par le ministre lui-même pour dire que certains contrats sur la mise en location des biens immobiliers de l'Institut géographique a été mal négocié, nous sommes allés au-delà pour dire qu'on ne peut pas en fait vendre, moins encore mettre en location, parce que nous constatons qu'actuellement il y a une chasse en fait de spoliation et de l'accaparement en fait des biens qui appartiennent à l'État. Donc c'est un bien qui appartient à nous et aux générations futures, donc il faut en fait les préserver jalousement. Voilà en fait les recommandations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement sur ces contrats-là signés avec les Indiens. Nous n'avons pas été totalement satisfaits dans la mesure où le ministre lui-même a reconnu des problèmes. Les problèmes liés au budget et ensuite liés à la mauvaise négociation des contrats de location en fait, des biens immobiliers en fait, de l'Institut géographique. Et là, nous avons reformulé des recommandations à des niveaux. D'abord, nous avons demandé à la commission ECOFIN de mettre assez de moyens à cet institut pour qu'il fonctionne parce que nous sommes dans la session budgétaire. Et deuxièmement, nous avons relevé le fait que nous avons reformulé également des recommandations pour dire qu'on ne peut pas vendre ni encore mettre en location en fait, les biens immobiliers en fait, de l'Institut géographique parce que le besoin n'a pas été indiqué ou la motivation n'a pas été démontrée pour mettre en fait ces biens-là en location ou alors les vendre. À le dire, c'est deux outils essentiels pour la gouvernance, une bonne gouvernance, le plan et la cartographie. Alors, au niveau du plan, moi j'ai été très surpris, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai vu que la même question avait été posée au ministre du Plan en 2008, au mois de mars. Et ces questions reviennent encore aujourd'hui, parce que nous n'avons pas une vision sur le long terme. Nous agissons à chaque fois lorsqu'il y a des programmes qui se collent aux interventions en RDC. Ce sont des programmes des bailleurs de fonds, ce sont des programmes dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale, de toutes ces interventions qui se font et le gouvernement les racole à chaque fois sur un programme qui n'est pas vraiment un programme à long terme, un programme de développement durable qui devrait être de 25 ans. Pourquoi un développement sur 25 ans? Parce qu'il faut préparer l'avenir, la jeunesse. Elle doit savoir que notre pays va avoir telle priorité dans 10 ans, telle priorité dans 15 ans. Ceux qui vont à l'école secondaire et dans les universités se préparent pour cela. Mais aujourd'hui, on fait un programme un peu suivant le besoin, coup par coup, suivant les agendas qui se proposent, en tout cas lorsque le gouvernement est face à certaines questions. Donc la question de la planification, elle n'est pas seulement le programme du gouvernement pour son intronisation, il y a les programmes des gouvernements provinciaux aussi qui s'ajoutent et pour lesquels il faut que nous puissions marcher dans la droiture. Lorsque moi j'ai fait mon programme par exemple de gouverneur, mais j'ai essayé de dupliquer le mieux en adaptant les réalités de la place, le PAP, le programme d'action prioritaire qui se fait tous les 3 ans, 5 ans. Mais ce n'est pas des visions à longue durée. Nous avons demandé au ministre du Plan de pouvoir nous fournir avec tous ces éléments une projection sur le long terme. Concernant la cartographie, c'est un outil très utile. Nous avons eu, lorsque nous étions à l'Assemblée, à gérer la question, par exemple, de Kaemba, vous vous rappelez? Et nous avions constaté que les lignes frontalières ne sont pas connues.
Aujourd'hui, on a des problèmes. Le Sénat ici a déposé un dossier à la Cour internationale de justice sur les limites de la mer, n'est-ce pas? Et même une loi a été prise. Parce que nous n'avions jamais, depuis 1969, où nous avions signé les accords qui ont été très mal faits sur la ligne frontière de la mer avec l'Angola et le Cabinda, nous avons perdu tout. Et ça, c'est vraiment une action coupable qui a été faite. Bon, le recours a été fait. Aujourd'hui, on parle d'entente entre l'Angola et la RDC pour gérer le bloc 14 et le bloc 15 qui se trouvent en dehors de nos limites, mais la ligne, si je vous montrais ça sur la carte, elle avait été mal faite. Donc, et ça, c'est en 69. Et entre-temps, nous avons des problèmes aussi sur nos frontières. Où sont les frontières? Les cartes, les cartes sont nécessaires à la gestion. Mais je suis surpris d'apprendre qu'on n'aurait que 5 cartes. Mais moi, je connais beaucoup de structures ici. La MONUSCO a toutes les cartes que vous voulez. Les RAIFT a toutes les cartes. Le CARP a toutes les cartes. Enabel a toutes les cartes. Il y a des structures de gestion bilatérales qui existent ici, ou multilatérales, la Banque mondiale, etc., qui ont des éléments sur le Congo, plus que même le Congolais. N'est-ce pas? En 60, je veux vous dire, en 60, la plus grande réserve d'archives, c'était les Nations Unies qui avaient ramené ça à New York. Oui, oui. Et aujourd'hui encore, la connaissance du Congo ne se trouve pas au Congo, elle se trouve à New York, aux Nations Unies. Et donc vous voyez que plusieurs sénateurs sont revenus là-dessus. C'est ça notre richesse. Non, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a beaucoup d'éléments. Le VPM a donné beaucoup d'éléments. Mais il est encore buté à ce que tout cela soit fait. Il a promis de proposer une loi, un projet de loi du gouvernement sur le plan. Et ça doit être un plan, au début de ce mandat, un plan sur 25 ans. Nous ne devons pas avoir des plans sur 5 ans. Ce n'est pas ça dont on est. Donc on change de régime, ou on change de constitution, ou on change n'importe quoi. On sait que l'objectif du Congo, c'est celui-là. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre ici en direct aux institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Nous avons commencé ici en direct à l'Assemblée nationale où la commission ad hoc sur l'état de la ville de Kinshasa sur le plan Salibre, mesdames et messieurs, vous avez suivi Matata Ponyo qui s'est exprimé après 36 prises de parole par les élus nationaux autour de la question de la modernisation de la ville de Kinshasa ici en direct, mesdames et messieurs. Et pour ce faire, Matata Ponyo vient également de laisser ramasser quelques recommandations auxquelles les élus nationaux l'ont soumis autour de la question en tant que commission élaborée par l'Assemblée nationale sur la mise en place de la politique, mesdames et messieurs, d'urbanisation de la ville-province de Kinshasa ainsi que tant d'autres grandes villes. Il y a également dans le prise de parole, quelques députés se sont exprimés autour de la question quel genre de politique qui devrait-il mettre en place afin que la ville de Kinshasa puisse être modernisée, également déplacée à côté où il y a des terres qui sont encore potentielles pour construire. Mesdames et messieurs, on a quitté également du côté Sénat, mesdames et messieurs, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, mesdames et messieurs, a auditionné des ministres, le membre du gouvernement souminois, à savoir le vice-premier ministre en charge du plan, mais également aide de développement, également avec son collègue de la recherche scientifique, ici en direct. Tous ont été auditionnés, plusieurs prises de parole par les élus, des élus nationaux, mesdames et messieurs. Ils se sont exprimés sur leur gestion au niveau de la cartographie pour le ministre de la Recherche scientifique, mais également son collègue du plan qui devait mettre en place la politique de la gestion et le plan national de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces échanges très fructueux avec les sénateurs, les deux membres du gouvernement ont demandé 24 heures pour
pour aller réfléchir, en fait, de ramasser toutes les questions qui ont été soumises par les sénateurs, en fait, de revenir pour répondre à leurs préoccupations. L'auteur de ces 2 questions orales avec débat, à savoir le sénateur Célestin Vunabandi, qui avait adressé sa question orale avec débat au vice-premier ministre en charge du plan, mais également le sénateur Michel Linguepo, qui a adressé sa question orale avec débat au ministre Gilbert Kabanda de la recherche scientifique. Les deux ont donné leur point de vue, au moins avec le vice-premier ministre qui s'est exprimé sur cet exercice qu'il avait trouvé très convivial avec les élus des élus, mesdames et messieurs. Et par la même occasion, les sénateurs, mesdames et messieurs, Jean Bamanissa Saïdi s'est exprimé autour de sa prise de parole, mais également sur le besoin de la politique provinciale, mais également nationale sur le développement de la République démocratique du Congo. Vous avez également eu le temps de suivre quelques élus nationaux qui se sont exprimés autour de la même question sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. À très bientôt, on nous revoit dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.